Bon, eh bien, donc bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième mardi de l'innovation de l'année 2022-2023 du réseau de recherche sur l'innovation. Et pour le présenter, donc, je donne tout de suite la parole à Sophie Boutillier. Ah, il faut que tu mettes ton micro. Désolée, je pensais l'avoir laissé allumé. Donc, bonjour, même si mon nom est encore écorché. J'aime pas le voir comme ça sur l'écran. Bon, parenthèse mise à part. Donc, bonjour, je suis très heureuse d'accueillir donc les participants pour ce mardi de l'innovation, d'autant que nous allons faire un grand écart entre deux continents, entre l'Europe et le Canada. Donc, pour la présentation du numéro dirigé par Bertrand Bouquet, là c'est plus proche de nous, donc à l'université de Lille, sur des problématiques qui tournent autour de la science partagée. Donc, pour ne pas dire de bêtises, je laisse la parole à Bertrand Bouquet pour présenter donc ce numéro et donc les intervenants dans le cadre de ce séminaire. Bien, merci Sophie. Merci au réseau de recherche sur l'innovation de nous donner cette opportunité de présentation des activités autour de la recherche action participative. Donc le numéro est coordonné effectivement par moi, mais aussi Sylvie Blangy, qui est au CNRS à Montpellier, au laboratoire d'écologie fonctionnelle et évolutive. Nous aurons dans une deuxième partie donc la présentation d'un article par Lucie Gélineau, qui a contribué sur un article de ce numéro spécial. Donc, recherche action participative, méthodologie des sciences en société. Alors, pour le présenter rapidement, diapositive, merci. Alors, le cadre dans lequel on se situe, un contexte général, c'est une contribution à la résolution des grands défis sociétaux. Les constats sont, je pense, faits, et tout le monde en sera d'accord, assez accablant aujourd'hui. Une prise de conscience croissante à tous les échelons, qu'ils soient institutionnels, privés ou dans tous les domaines d'activité. Avec une observation quand même de correspondances multi-échelles qui sont extrêmement complexes, à imbriquer les unes dans les autres. Et donc, une possibilité finalement d'essayer de prendre une voie d'un traitement, des transitions à opérer par l'ouverture des possibles, c'est-à-dire prendre au sérieux une démarche située, non performative et sous contrainte. Il s'agit aussi d'un petit peu de repenser les termes de l'action entre sciences, technologie, innovation et monde social, un petit peu comme le pensent les Science and Technology Studies, les sciences techniques et société, qui est un champ interdisciplinaire de recherche au niveau international. Et nous plaçons dans une perspective donc, des sciences en société, c'est-à-dire non pas des sciences complètement déconnectées de la société, mais partie prenante de la société, où simplement les frontières sont définies par un monde professionnel qui est le monde professionnel de la recherche. La démarche que l'on a choisi de prendre, c'est une démarche de recherche-action participative. Alors, le numéro spécial qu'on a proposé donc à l'éditeur, les intentions au départ, c'était tout simplement d'amplifier les publications au niveau de la recherche-action participative et en particulier de valoriser des projets expérimentaux qui sont extrêmement divers, extrêmement variés aujourd'hui, mais malheureusement relativement encore peu visibles. Et puis, dans un deuxième temps également, de renforcer la communauté des chercheurs et des praticiens de la recherche-action participative, notamment issus d'un groupement de recherche qu'a fait émerger en France Sylvie Blangy en revenant du Canada, justement, du groupement de recherche donc PARCS pour recherche-action participative et sciences citoyennes, qui a émergé en 2013 en France, dans lequel j'ai participé aussi depuis le début,
mais aussi d'autres communautés qui se revendiquent de la recherche-action participative. Il s'agit, c'est donc de documenter les processus et les techniques. Et donc, ce numéro a reçu 35 résumés. C'était un processus sur 2 ans. Donc, 35 résumés, 10 ont été retenus avec un certain nombre de critères que j'évoquerai juste après. Et 6 ont été publiés après évaluation, donc en double aveugle, au niveau international. Diapositive. La suivante, voilà. Alors, pour choisir ces résumés, on a, compte tenu de la diversité, de l'ampleur, on a pris un certain nombre de critères qui étaient de prendre des propositions qui étaient assez diverses en termes de lieux, de méthodes et d'équipes, centrées donc sur les méthodes de recherche-action participative intégrées, et où les questions de recherche étaient donc co-construites au départ avec une grande implication des citoyens, des collaborations intenses entre chercheurs et non académiques, avec des modalités originales de travail en commun et bien sûr, comme je l'ai dit, essayer de répondre, contribuer aux grands défis sociétaux. Diapositive. Suivant. Merci. Donc, pour préciser simplement, enfin très rapidement, et on peut revenir sur cette question au moment des questions, donc la recherche-action participative, c'est essayer de condenser dans un même bain la recherche, l'action et la participation, donc qui sont 3 sphères au départ possiblement indépendantes. Il y a énormément de relations bilatérales, par exemple entre la recherche et l'action, la recherche-action au sens sciences sociales, mais aussi on pourrait y inclure les sciences appliquées ou même les sciences industrielles. Entre l'action et la participation, eh bien, on peut penser au Living Lab, par exemple, ou encore entre la recherche et la participation, eh bien, les sciences participatives, les citizen sciences, ou encore les recherches biomédicales. Mais la difficulté réellement, c'est de pouvoir développer des travaux donc, en commun qui articulent ces 3 dimensions. Pour une recherche, donc, merci. Donc, la recherche action participative, la recherche sur les processus, sur les sciences, sur les connaissances, par des acteurs qui sont susceptibles de transformer leurs pratiques, avoir des changements sociétaux, et avec donc un certain nombre de savoirs, d'expériences, de savoir-faire, et tout ça avec au centre donc une collecte, une analyse, une interprétation de l'ensemble des données de façon collective. Suivante. Alors, on est, nous, centrés, enfin, on s'est centré avec Sylvie Blangy sur une école donc, de recherche-action participative issue du Canada, une théorie socio-constructiviste un petit peu, une approche par technique, donc où l'ingénierie a une place importante hein, pour créer les techniques intégrées, avec des travaux initiaux autour d'une co-construction des questions de recherche, suivie par le développement et un temps non négligeable pour former le collectif de recherche et ses fonctions, pour aller ensuite collecter un certain nombre de données, de les co-analyser, de les co-interpréter pour pouvoir en donner les résultats et de faire éventuellement donc l'évaluation autour de ces résultats. Voilà. La suivante, donc je laisse la parole à Sylvie qui va vous présenter les 6 articles que l'on a dans ce numéro. Voilà, vous m'entendez. Donc, comme dit, nous avons retenu 6 articles donc, pour ce numéro spécial et qui concernent, en fait, qui documentent des expériences qui sont donc localisées dans 3 pays.
hein, France, Belgique, un petit bout du Luxembourg et puis donc le Québec au Canada. Donc nous allons vous faire une rapide présentation transversale de ces 6 articles qui ont beaucoup en commun et qui se complètent extrêmement bien. En ce qui concerne les thèmes, les lieux, les compétences, et vous verrez donc également l'importance du temps et de la posture à travers les problématiques et les méthodologies qui sont déployées. Donc, en ce qui concerne les thèmes et les lieux, vous voyez qu'ils se croisent. On aura donc nos collègues de Montréal, en fait du nord du Québec, qui vont nous parler des personnes en situation de pauvreté qui sont embarquées dans la gouvernance d'un projet de recherche sur l'autonomie alimentaire à Montréal. Et nous enchaînons sur les boutiques des sciences qui, en tout cas à travers les expériences de Lyon et de Montpellier, sont devenus des incubateurs de projets et les accompagnent jusqu'à leur mise en œuvre et la publication. Et nous avons aussi donné place à une expérience donc sur la région bruxelloise qui est financée par Co-Create, un programme de financement des projets donc de co-création et qui étudie l'adaptation d'un modèle de spin farming en ville à travers donc du maraîchage urbain, puisque la problématique de Co-Create est de développer la résilience en milieu urbain. Et nous passons pas très loin sur un autre projet de gestion durable des forêts avec un angle tout à fait original qui est donc comment identifier les citoyens partenaires du projet qui s'appellent les citoyens lambda à travers un tirage au sort. Et nous apercevons effectivement ce côté aléatoire du tirage aboutit à des résultats identiques en ce qui concerne l'engagement des citoyens aux côtés des chercheurs. Et puis, nous passons avec un projet donc, qui concerne plusieurs régions de France et sur grandir avec la nature et développer donc l'autonomisation des écoliers, des enfants en dehors de l'école, en milieu naturel. Et nous finissons avec un observatoire de l'environnement urbain à Paris qui a été donc expérimenté et qui a débouché sur des projets co-construits sur la qualité de l'air et des sols urbains. Donc, en relisant ces articles, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un petit peu les moutons à 5 pattes qu'on recherche. On devrait mettre ça dans les annonces. Et donc, c'est un équilibre précaire et précieux qui est à développer entre les différentes fonctions et talents qui sont attendus des différents partenaires qui s'engagent dans cette recherche et des compétences multiples et complémentaires qu'il faut effectivement développer. Les 3 points les plus importants sur lesquels il y a une demande de savoir-faire et une attente en ce qui concerne la montée en compétences, c'est surtout l'accompagnement, l'animation, hein, donc que ce soit du côté des chercheurs ou des non-académiques. Et on a vu donc dans les 2 ou 3 dernières années se développer des nouveaux métiers qu'on appelle donc tiers veilleurs en ce qui concerne CO3, co-construction des connaissances, hein, qui est un financement donc multibailleur privé-public qui accompagne et soutient ce genre de de projet en France. Les boutiques des sciences qui servent, donc, comme je disais tout à l'heure, d'incubateurs. Et j'en profite pour signaler aussi ce travail donc, qui est plus centralisé du centre d'appui de Co-Create à Bruxelles qui vise à accompagner ces projets. La deuxième demande de compétences accrues, c'est l'ingénierie. Hein, c'est pour ça qu'on vous a cité la RAP donc à la Chevalier, à la Québécoise, sur laquelle on s'appuie volontiers. Avec un guide et des moyens habiles de la RAP déployés, mis en ligne, disponibles. Et puis, le 3e volet sur lequel on est en train encore d'expérimenter, et nos collègues des 6 articles, c'est la documentation, la valorisation des processus de recherche qui était l'objet en particulier de ce numéro spécial.
Donc, on parle beaucoup dans les 6 articles d'hybridation des méthodes. Alors, vous avez vu, nous, on est parti effectivement de ces moyens habiles, compilés, regroupés, explicités, ancrés. C'est toute une... Voilà, c'est un guide qui nous permet d'avancer. Et nous avons déjà, à travers le GDR Parks, œuvré dans ce sens, puisque nous avons organisé 8 formations et 2 écoles thématiques. Et formé presque 300 personnes dans la francophonie, à la RAP. Mais on s'aperçoit que tous ces collègues qui viennent participer à ces projets dont on a parlé viennent avec des socles d'outils multiples, et on puise, vous êtes tous donc comment dire, également concernés par des sources d'informations qui sont aussi bien l'intelligence collective que l'éducation populaire, la TT Garmonde, le design thinking, et donc un besoin de s'y retrouver pour effectivement pouvoir cheminer avec des outils et un vocabulaire commun. Et là, donc, je citais tout à l'heure l'expérience de gestion des forêts donc à la frontière du Luxembourg, en Belgique, avec cette expérience de tirage au sort et de constitution d'un citoyen en collectif informé et légitime. Donc, les expérimentations et les méthodologies sont multiples et extrêmement riches et continuent à se déployer, se décliner par rapport à nos sources initiales. Le temps est important. On s'aperçoit qu'effectivement, ce sont des projets qui demandent des temps longs d'acclimatation et de préparation. Et ça va donc d'une phase d'incubation préalable qui est financée par Co-Create et par CO3. Donc là, il est acquis maintenant que c'est au moins 6 voire 12 mois d'incubation qui sont nécessaires. Ne serait-ce que pour constituer l'équipe du projet, créer des liens de confiance qui sont indispensables pour pouvoir cheminer de concert, et surtout le développement d'une vision commune et des apprentissages communs qui sont extrêmement bien documentés dans l'ensemble de ces articles, mais surtout aussi l'identification des contraintes et la prise en compte des relations de pouvoir. Donc, ce qui prend du temps aussi, c'est le design qui demande un travail d'élucidation extrêmement méticuleux, et le choix des outils et des moyens habiles appropriés pour pouvoir cheminer tout le long du projet, et la documentation et l'analyse des processus sur lesquels nous sommes encore en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre également à valoriser et transmettre ces informations que nous avons collectées sur les processus. Donc, les impacts de ces dispositifs, ils commencent à être très bien documentés. On espère que ce numéro spécial donnera naissance à d'autres numéros qui permettent de donner la parole à ces superbes projets. Donc, en général, ce qui ressort, c'est que les acteurs de terrain embarquent et deviennent très rapidement force de proposition. Ils génèrent des nouvelles questions de recherche qui sont beaucoup plus ancrées dans le quotidien et dans la réalité locale, et qui donnent naissance à des nouveaux projets qui sont donc intégrés. Les questions de recherche évoluent, et c'est tout l'intérêt des bailleurs souples qui autorisent que les questions de recherche peuvent voire des fois changer en cours de route. Cette implication des bénévoles et des chercheurs génère des effets transformateurs sur le long terme. On n'en sort pas indemne de ces projets. Et donc, cette participation est pérennisée dans la durée. Donc, nos amis québécoises vont nous en parler tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne effectivement les personnes avec une expérience de vécu et en situation de pauvreté ou d'exclusion, qui deviennent des co-chercheurs à part entière. Voilà. Et puis, certains articles qui nous parlent de réalisations communes qui vont de la vidéo, des capsules, jusqu'au guide méthodologique. Donc, les enseignements, c'est que la RAP, cette recherche-action participative, telle qu'elle est pratiquée, déclinée et fournit un cadre épistémologique pour le traitement de problématiques extrêmement complexes et transversales. Que cette ingénierie participative, en fait, favorise la créativité
et donne place à des formes de transmission artistique, orale et visuelle qui sont en train de se développer. Mais cette RAP nécessite aussi un changement de posture de part et d'autre, de l'ensemble des parties prenantes, mais également au sein des organismes de financement. Et ça, c'est un clin d'œil pour Co-Create, apprendre à voir autrement les projets et éventuellement changer son fusil d'épaule en ce qui concerne l'évaluation à mi-parcours et finale des projets qui sont financés. Donc, ce sont des postures de coopération et de solidarité qui sont développées et puis qui permettent d'aller vers une recherche autrement. Les jeunes générations de chercheurs doc, post-doc ou chercheurs en poste cherchent effectivement à faire une recherche plus engagée, impliquée, appliquée, responsable, transversale, transdisciplinaires qu'ils puissent intégrer dans leurs travaux à venir. Et également un petit clin d'œil sur le numérique, mais qui n'a pas été beaucoup traité dans ces 6 articles, mais qui est en train de monter en puissance en ce qui concerne donc une recherche action participative en distanciel via le web et Internet. Voilà, donc voilà donc un travail transversal, une petite analyse rapide transversale qui, j'espère, vous donnera envie de lire tous ces articles. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être embrayer par le PowerPoint sauf si vous voulez où êtes-vous? Allez-y, pense qu'on peut. si vous voulez. Est-ce que c'est plus facile si Lucie peut avoir la main sur le partage? Elle a la main, elle peut le faire elle-même. On peut le faire, oui. Merci, Lucie. Parfait. Donc, voilà, on va changer, on va passer au-dessus de l'océan. Vous voyez bien l'écran? Super. Merci. Oui, excellent. Donc, je tiens à vous remercier dans un premier temps là, pour cette possibilité-là qui nous est donnée de prendre la parole. Donc, Madame Blangy, Monsieur Boquet pour l'organisation du numéro spécial et aussi au réseau de recherche sur l'innovation. Juste pour préciser un peu, donc ma collègue Sophie Dupéré et mes 2 autres collègues, Émilie Dufour et Marie-Josée Dupuis, donc ont participé à la rédaction de cet article. Et Sophie, malheureusement, ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc, c'est moi qui vais prendre la parole. Sophie est à l'Université Laval, donc à Québec, et moi, je suis en lien avec le réseau des universités du Québec et je suis positionnée avec l'Université du Québec à Rimouski. Et présentement, j'ai été mutée ces derniers mois, là, à ma demande d'ailleurs, pour développer une nouvelle antenne sur la Côte-Nord, donc dans le nord du Québec, si on veut, toujours avec ces préoccupations-là de participation des communautés, à la fois dans l'enseignement supérieur. Alors, juste pour vous donner, l'intention de notre présentation aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer comment et surtout pourquoi soutenir la participation des personnes en situation de pauvreté à la gouvernance. C'est bien important pour nous, non pas simplement dans la participation des projets de recherche-action participative, mais à la gouvernance, donc à la gestion d'un projet de recherche-action participative. Pour y arriver, je vais vous présenter quand même notre chorégraphie pour la présentation aujourd'hui. Je vais vous donner quelques balises parce que comme on le voit dans le numéro, c'est vraiment la recherche-action participative, c'est un univers polysémique. On parle souvent de recherche-action participative, mais on n'a pas nécessairement les mêmes référents théoriques derrière. Et c'est ce que je trouvais d'ailleurs intéressant pour ce numéro-ci, c'est que ça nous permet de faire des ponts entre des univers théoriques différents. Et c'est quand même assez étrange parce qu'on est des fois dans des silos, on travaille sur les mêmes méthodes, mais pas du tout dans les mêmes réseaux. Alors, de ce côté-là, c'est fort intéressant. Vous présenter rapidement nos sources sur lesquelles on a appuyé nos réflexions pour ce numéro, cet article, et de tous les enjeux auxquels on a fait face dans notre pratique. Alors, on en a retenu 3 pour cet article et présenté quelques-unes des stratégies
utiliser pour pouvoir répondre à ces enjeux et ces défis. Et dans le cadre de la présentation, je vais en présenter seulement quelques-unes, mais je vous inviterai à lire l'article si vous voulez avoir un petit peu plus de détails et des questions aussi qui en découlent. Il y a des leçons qui découlent de ces enjeux et stratégies mises en place. C'est important toutefois de bien situer ma parole. Je suis une chercheure praticienne en recherche-action participative depuis les années 90. J'ai été initiée à la recherche-action participative avec mon travail au Centre de recherche en développement international au début des années 90. Donc, c'est venu vraiment structurer un peu tout mon rapport à la recherche-action participative. Et j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là comme chercheur d'établissement en santé et services sociaux, chercheur communautaire, chercheur universitaire ces dernières années, avec un choix de travailler, comme je le mentionnais, pour le réseau des universités du Québec. Parce que le réseau des universités du Québec, ce sont des universités publiques qui ont un fort engagement pour faire en sorte qu'il y ait un service aux collectivités et que la recherche puisse sortir des univers académiques et à être aussi donc une grande ouverture à co-construire les projets avec les milieux de pratique et les milieux citoyens et citoyennes. Ce qui est intéressant par rapport au numéro de la revue, à l'époque, quand je travaillais avec le Centre de recherche en développement international dans les années 90, c'était tout le début de la réflexion suite au rapport Brundtland sur les questions de développement durable, développement on appelait aussi équitable à l'époque, et le CRDI était un des acteurs majeurs au Canada pour aborder ces questions-là de développement durable et équitable. Et la question de la pauvreté était aussi partie prenante de cette réflexion au niveau de la durabilité. Et donc, ça fait partie aussi là, de mes fondements théoriques. Je prends la parole toujours, mais c'est bien important de le rappeler que c'est au nom du collectif d'autrices, finalement, mais aussi avec les années, c'est vraiment cette réflexion est ancrée dans des collaborations avec des dizaines, voire des centaines d'acteurs sur le terrain, citoyens, citoyennes, organismes, ce qu'on appelle ici les organismes communautaires, donc plus des organisations associatives, beaucoup sur les enjeux de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, mais plus largement aussi sur les développements, tout ce qui est développement territorial. Donc, ce qu'on entend par recherche-action participative, notre définition, notre ancrage, c'est vraiment en lien avec toutes les pratiques de Tandon, Budall, tout ce qui est de l'ordre de la conscientisation avec Fréré, donc dans les années 70. En France, ce que j'ai trouvé qui se rapproche le plus, c'est peut-être les travaux sur les enquêtes conscientisantes avec Colette Humbert dans les années 70. Donc, c'est une vieille tradition, si on veut, mais en même temps très, très, très située à la fois politiquement, si on veut, au niveau de ses finalités et aussi au niveau de la façon de percevoir la diversité des savoirs. Alors, ce sont des pratiques qui montrent une tendance à combiner la participation de la communauté à la prise de décision. Donc, on revient toujours à cette question-là de la gestion des projets avec des méthodes d'investigation sociale. Donc, les travaux de Hall en 1982. Notre posture au sein des approches de recherche-action participative, donc comme je vous dis, ancrée dans Tandon, Fass-Bordas, Hall, Fréré, etc., c'est qu'il y a quatre droits qu'on est arrivé à nommer là, au cours de nos pratiques, surtout au début des années, vers les années 2012 qu'on a publié cet article. Donc, c'est le droit qu'ont les citoyens et des non-chercheurs académiques, entre guillemets, de produire de la connaissance qui est rigoureuse. Pas nécessairement de la connaissance scientifique, elle peut être scientifique, mais c'est de la connaissance rigoureuse. Je reviendrai éventuellement peut-être au niveau des questionnements. Un droit de cité, c'est-à-dire que les participants, les citoyens, citoyennes, les groupes communautaires, les personnes non académiques ont la responsabilité et le droit aussi d'utiliser ces connaissances produites et donc de les publier parce qu'il y a quand même de grands enjeux au niveau de la publication des résultats de recherche-action participative, là, bien que ce sont des résultats qui sont produits avec grande rigueur, mais ce ne sont pas nécessairement des chercheurs universitaires, donc les réseaux sont plus limités. Il faut toujours rappeler que les savoirs académiques, ce sont des savoirs qui s'appuient beaucoup sur l'écrit, alors qu'on verra un peu plus tard
d'ailleurs, les savoirs, notamment citoyens de personnes en situation de pauvreté, s'appuient beaucoup sur l'oralité. Alors, c'est des univers quand même distincts. Donc, le droit de parole, le droit de prendre parole, le droit aussi de faire reconnaître les savoirs qui sont produits. Je reviendrai sur la différence entre savoir, expérience et aussi opinion. C'est vraiment des univers qui sont bien distincts, là, très importants dans cette ère post-Trump, si on veut, au niveau et finalement, le droit d'analyser, extrêmement important aussi. Souvent, dans notre univers à nous, on s'apercevait que le droit d'analyser, on avait beau avoir des démarches participatives en recherche, la recherche-action participative, mais parfois, les équipes de chercheurs s'appropriaient le droit d'analyser les résultats recueillis. Donc, pour nous, c'est très important d'entrer dans des processus de co-analyse. Alors, autre balise importante, c'est cette question-là de la gouvernance partagée, donc dans la prise de décision. C'est important de voir que dans nos équipes de recherche et aussi, quand je parle d'équipe, ça peut être une équipe pour un projet, mais on a mis sur pied un collectif de recherche depuis les années 2014 aussi, desquels découle un ensemble de projets de recherche. Donc, on se retrouve avec des personnes qui présentent des expertises autres qu'académiques comme membres de l'équipe de recherche ou du collectif de recherche, donc vraiment comme co-chercheurs, co-chercheuses à part entière. Donc, il y a présence de savoirs diversifiés, des savoirs issus de la pratique. Par exemple, dans la continuité des travaux de Schoen, par exemple, sur les savoirs pratiques, mais aussi les savoirs expérientiels liés dans nos travaux beaucoup sur les savoirs de personnes en situation de pauvreté, qui sont vraiment constitués avec comparaison entre personnes. Ce sont souvent les co-chercheurs avec lesquels on travaille, des personnes qui sont appelées à siéger sur beaucoup de tables de concertation, des comités consultatifs au niveau provincial. Donc, ce sont des personnes qui sont amenés à réfléchir, à constituer un corpus de connaissances et de savoirs sur leur vécu de pauvreté et bien sûr académique. Je mets savoir diversifié, expérientiel. Nous, on travaille beaucoup avec des personnes en situation de pauvreté, mais plus largement, on peut l'étendre à tout ce qui est première concerné. On pense par exemple à tous les réseaux avec les patients partenaires, par exemple, qui peuvent être, et quand je lisais les articles aussi, c'est un peu la même chose. Donc, ces citoyens engagés dans des perspectives plus environnementales, de développement durable ou encore citoyennes. Donc, première concernée par une question qui interpelle. Et donc, gouvernance partagée, c'est très, très, très important. Donc, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces expertises, des personnes autour de la table, membres de l'équipe de recherche, peuvent prendre des décisions sur la teneur et le déroulement du projet de recherche. Donc, du projet ou encore de la programmation de recherche quand on parle d'une équipe de recherche multi-expertise. Donc, là aussi, c'est important pour nous. Donc, c'est de voir qu'on fait une distinction pour nous dans nos travaux entre être participant à un projet de recherche versus les décisions prises en matière de projet de recherche. Il y a plusieurs projets fort intéressants d'ailleurs où on conjugue les deux. Les participants prennent des décisions sur le projet, mais nous, avec les années, des fois, on se retrouve avec des multiples façons de produire des recherches-actions participatives. Mais dans certains projets de recherche, les citoyens, citoyennes en situation de pauvreté sont vraiment dans l'équipe de recherche et les personnes qui sont dans les équipes de recherche ne participent pas à titre de participants à la recherche. C'est d'autres personnes en situation de pauvreté qui vont y participer. Donc, principe avec les premières concernées. Donc, penser avec eux les projets de recherche, les questions de recherche, les méthodes, analyser ensemble, écrire ensemble, décider avec, agir avec. Et dans le cadre justement du projet qui illustre un peu notre propos, les gens se sont amusés à définir le avec, c'est devenu un acronyme, donc les gens ont décidé que avec, ce serait agir et vivre ensemble le changement, ce qui est vraiment très proche effectivement de nos pratiques. Donc, pourquoi impliquer des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale dans les équipes de recherche, surtout en santé communautaire, c'est plus en lien avec les travaux de Sophie. Moi, je suis plus en anthropologie sociale et culturelle, mais active dans les écoles de travail social. Donc, c'est qu'une faible représentation, effectivement, des personnes qui vivent des situations de pauvreté dans les projets de recherche, même qui sont interpellés comme sujets
si on veut, de recherche. Il y a vraiment une volonté dans la littérature de chercher à accroître leur participation. Ce faisant, l'hypothèse est confirmée aussi par les écrits, c'est qu'il va y avoir une meilleure compréhension des expériences et des besoins des premières concernés par une situation. Ça va aider à mettre en place des interventions et des politiques qui sont plus pertinentes et ce faisant, donc, de réduire les inégalités sociales, mais plus largement, en lien avec nos travaux, réduire les injustices épistémiques. Qu'est-ce qu'on entend par justice épistémique? C'est toujours le questionnement, voir qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés, je parle au Québec par exemple, que la voix des premières concernées est très peu prise en compte, alors que la voix des chercheurs va être fortement écoutée dans les décisions, notamment politiques ou le développement des interventions. De la même façon de se questionner, voir pourquoi les moyens et les méthodes, ce qu'on va appeler les injustices plus herméneutiques, d'analyse de leur propre situation. Souvent, les personnes en situation de pauvreté ou qui vivent de la marginalité n'ont pas nécessairement accès aux outils pour pouvoir analyser leur propre situation, donc voir comment outiller, équiper pour voir que leur propre façon de construire de la connaissance et des savoirs soit reconnue, mais aussi peut-être d'outiller avec des outils propres à la recherche scientifique pour que les communautés puissent porter d'eux-mêmes de façon autonome des projets de recherche scientifique. Alors, on appelle les injustices, les travaux de Frecker sur les injustices de témoignage et les injustices herméneutiques essentiellement qui font de nos travaux. L'illustration pour le projet de recherche action participative, donc c'est un projet de recherche sur l'autonomie alimentaire. Essentiellement, la grande question qu'on se posait, c'est comment est-ce que quand on est en situation de pauvreté, on fait pour mettre de la nourriture dans nos assiettes. C'est un projet qui se déroulait dans la région de Québec et plus largement dans les territoires ruraux au nord de la ville de Québec. Donc, et qui a regroupé, c'est pour ça qu'on a retenu ce projet-là, c'est qu'il y avait vraiment une gouvernance partagée qui a été mise en place. Donc, il y avait une équipe de recherche qu'on a appelée opérationnelle, qui était l'ERA, donc l'équipe de recherche avec. Il y avait 8 membres, plus de 100 rencontres de travail, où il y avait 4 expertes de vécu de la pauvreté, 2 expertes académiques, donc Sophie et moi-même, et 2 expertes de la pratique, dont Émilie qui a participé à l'écriture de l'article. Et plus largement, il y avait aussi un comité de recherche, donc le CR, où il y avait 19 membres. Il y avait entre autres tous les membres de l'ERA, mais aussi d'autres citoyens, des étudiantes, des organismes du milieu, des organismes de la santé publique, qui étaient là pour alimenter la réflexion et donner de grandes orientations à nos travaux. Et comme vous l'avez si bien dit aussi, s'approprier au fur et à mesure les résultats et permettre vraiment une diffusion des résultats de ces travaux dans plusieurs milieux. On ne dénombre plus maintenant le nombre de présentations qui ont découlé de ces travaux. On a dépassé largement la centaine en termes de présentations, d'écrits. Chaque participant est devenu un peu des ambassadeurs, si on veut, du projet. Donc, participation essentielle des experts de vécu, de la pauvreté à toutes les étapes de recherche, donc aux décisions d'orientation au sein du CR, du comité de recherche, aux décisions opérationnelles, donc dans l'équipe de recherche avec, et donc tout à la mise en œuvre, bien sûr, aussi, comme vous l'avez bien présenté tantôt, dans la stratégie, les outils de recrutement, la collecte de données, l'analyse, la diffusion. Ici, 2 petites paroles des expertes de vécu, notre participation à l'animation. Donc, lors des entretiens collectifs, a permis de créer une confiance. Il y a un vécu de pauvreté qui est partagé, où nous apportons une analyse différente, très près de la réalité des ressentis, souvent différente des regards des institutions et des intervenantes. Alors, et ça a permis vraiment de mettre en lumière des données qu'on n'aurait probablement pas mises en lumière aussi fortement là, à l'issue du processus de recherche. Source de réflexion, une évaluation, on a fait une évaluation et une collecte de réflexion sur le avec, sur cette gouvernance-là partagée, mais plus largement la participation des citoyens et citoyennes en situation de pauvreté. On a fait, comme vous l'avez mentionné tantôt, un guide avec découlé de l'expérience à la demande, beaucoup des citoyens et citoyennes en situation de pauvreté, mais aussi des organismes associés au projet. C'est un guide qui a beaucoup circulé au Québec.
et des échanges informels aussi en continuité avec la réflexion liée à nos pratiques de recherche action participative. Comme je vous ai dit, on est vraiment dans plusieurs secteurs, plusieurs réseaux. Et on est revenu, on a fait un post-mortem, si on veut, en 2021, suite à l'appel de communication et de publication avec des acteurs clés du VATAVEC pour revenir sur l'expérience, voir qu'est-ce qui s'était passé depuis ces 5 ou 6 dernières années. Premier enjeu, donc, qu'on a noté qui nous semblait important, c'est au sein des recherches actions participatives, toute la question du développement de liens de confiance, une vision commune du projet avec, quand on parle de travailler avec les premières concernées, comment mettre ceci en place. Vous l'avez bien encore très bien présenté tantôt, cette question-là du temps long pour y arriver. Et 2 stratégies vraiment, ça va comme ça tombe sous le sens. Mais c'est toujours prendre le temps de rédiger vraiment une entente formelle de partenariat entre nous tous. Alors, revenir sur la question de recherche, revenir sur les objectifs, revenir sur les méthodes, les façons de travailler ensemble, les façons de prendre des décisions ensemble aussi, je vais revenir tantôt. Tout ce qui est authorship, tout ce qui est de l'ordre des publications, quels noms vont apparaître, toutes ces dimensions-là sont discutées, négociées ensemble. Ça permet de définir en même temps, ça permet de s'approprier chacun nos terminologies, nos acronymes, nos méthodes. Et ces étapes-là sont vraiment très, très importantes. C'est vraiment une entente de partenariat formelle entre les membres de l'équipe de recherche qu'on va signer, si on veut, à la fin. Là, il y a vraiment même une activité où on célèbre la signature de cette entente qu'on a co-construite ensemble. Et jamais oublier pour nous toute l'importance des moments informels, même ce sont des processus très formels, structurés, tout ce qui est de l'ordre des potlucks, des moments partagés, de fumer une cigarette à l'extérieur, tous ces éléments-là où on échange, où on partage, où on bouge ensemble, où on se déplace ensemble en région, on va dormir dans des bed and breakfast, par exemple. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants aussi pour développer ce rapport et ce sentiment de confiance au sein de l'équipe. Donc, il faut y apporter de l'attention. Un autre enjeu, bien sûr, c'est identifier les obstacles et les contraintes à la participation et mettre en place des mesures. Ici, la participation de tous, mais bien sûr des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale qui font face à notamment des agendas qui sont extrêmement chargés, plus qu'un premier ministre, là, si on veut. Il faut voir que nous, on travaille beaucoup avec des femmes en situation de pauvreté qui avaient la responsabilité souvent de leur famille. Donc, toute la question de la maladie, entre autres, le soutien aux enfants, les difficultés d'apprentissage, les parents aussi avec une très faible littératie. Donc, il y a des enjeux aussi, la fracture numérique, donc comment répondre et tenir compte de ces enjeux à la participation. Des exemples de stratégie, encore là, des fois, c'est très simple. C'était Émilie qui était vraiment un membre dédié au AVEC. Donc, Émilie avait vraiment la responsabilité de faire des suivis personnalisés auprès des personnes, des 4 expertes de vécu au sein du comité AVEC. Du comité de recherche avec, de l'ERA, de l'équipe de recherche avec, un accompagnement fondé sur le développement du pouvoir d'agir et de l'empowerment. Et c'est fascinant de voir encore là, comme vous l'avez dit tantôt, tout le cheminement de ces femmes depuis qu'elles sont soit retournées aux études, que se sont impliquées dans des mouvements citoyens. Joanne est maintenant aussi au collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural, comme père aidante en recherche auprès de d'autres citoyens et citoyennes en situation de pauvreté engagés dans d'autres démarches de recherche. Toute la question de la souplesse et de la flexibilité, mécanismes pour intégrer les absents et les absentes, parce que justement, à cause de tous les enjeux, les défis liés au vécu de pauvreté, les gens sont obligés de s'absenter régulièrement. Donc, de penser à des relais pour pouvoir s'assurer que l'information transite et que les personnes puissent revenir. Alors, je me souviens qu'il y avait un droit, par exemple, de chuchoter pour donner de l'information autour de la table,
le droit, par exemple, on avait des cartons pour lever un carton pour dire, mais là, je comprends pas, je suis perdu, est-ce que je pourrais avoir de l'information? Il y avait vraiment des personnes qui étaient chargées de contacter les personnes à relais. Puis finalement, ça s'est avéré utile pour l'ensemble des partenaires autour de la table, parce que c'est la même chose pour tous les acteurs. La vie fait en sorte qu'on ne peut pas nécessairement être toujours présente aux activités. Finalement, extrêmement important aussi, l'autre enjeu qu'on met en lumière dans l'article, c'est tout détecter les enjeux entourant les relations de pouvoir et se donner des balises. Parce que le fait, c'est de travailler ensemble. Comme chercheur universitaire, on a le pouvoir de la parole, on a le pouvoir de l'écrit, on a le pouvoir aussi qui est comme inhérent à nos fonctions. Même chose au niveau des pouvoirs reliés à l'intervention. Pouvoir aussi citoyen, mais il y a vraiment des iniquités importantes autour de la table. Donc, c'est comment encore là y faire face. Quelques stratégies encore là, vraiment la question des espaces non mixtes et sécuritaires, extrêmement important. Donc, il y avait vraiment des espaces pour se retrouver, par exemple, entre citoyens ayant l'expertise du vécu, de la pauvreté, entre praticiens, praticiennes, entre chercheurs académiques et étudiants, étudiantes, aussi impliqués dans le projet, pour nommer nos inconforts, nommer notre compréhension, clarifier ce qui est en train de se passer dans le cours du projet et de pouvoir nommer des enjeux de pouvoir et pouvoir les rapporter après ça au grand groupe et les traiter. Et pouvoir faire en sorte que ces enjeux-là deviennent non plus seulement des freins ou un grain de sable dans la chaussure, mais deviennent un levier aussi pour aller plus loin dans notre compréhension de notre question de recherche. Puis, ce faisant aussi, spécifier des stratégies précises pour les prises de décision et la gestion des conflits. Donc, qui font partie, comme je vous disais, de ce contrat-là de travail entre nous. Mais par exemple, comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions? Plusieurs sont en lien avec l'intelligence. On avait des formations en intelligence collective. Moi-même, par exemple, j'ai beaucoup été impliquée dans des processus socratiques de prise de décision. Donc, on ramenait un peu toutes ces façons-là de prendre des décisions ensemble. Des partenaires sont arrivés avec l'idée de ne pas avoir un vote tout simplement à main levée à la majorité, mais finalement, on avait décidé que ça serait un vote en fonction vraiment qui tenait compte des groupes d'acteurs autour de la table pour être sûr que chaque groupe d'acteurs ait un poids égal dans les prises de décision, avec un droit aussi à la dissension. Par exemple, s'il y avait eu, ça n'a pas été le cas, mais s'il y avait eu des décisions qui, pour nous, comme chercheurs, allaient à l'encontre de la rigueur scientifique, par exemple, propre à nos approches, on aurait pu juste avoir un droit de dissension, mais il y avait toujours des espaces de discussion, d'échange, qui faisaient que finalement, il n'y a pas eu nécessité d'avoir ces droits à la dissension-là, mais ça faisait partie de la réflexion. Reconnaissance et mise en valeur des savoirs expérientiels, bien sûr, et ça prend toutes sortes de formes. Ici, on donnait un exemple. Il y a un portfolio qui a été développé en parallèle avec les projets plus formels d'écriture et de rapport, où les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale qui avaient cette expertise ont développé vraiment, ils recueillaient, recueillaient leur information, faisaient documenter les processus et en ont fait vraiment un portfolio très, très, très créatif. Et dans plusieurs des présentations, d'ailleurs, ce portfolio a vraiment attiré l'attention, des fois plus que notre rapport de recherche, mais c'était vraiment fort intéressant de voir qu'est-ce que les personnes en situation de pauvreté, elles, retenaient comme moment fort de l'expérience. C'est plus un regard sur la méthode et l'approche ici que sur les résultats, quoiqu'au niveau des résultats, c'était fort aussi intéressant. Donc, discussion, je reprenais ici, on a pris une petite parole de Arun Datiroy, qui est une autrice, une écrivaine indienne. Donc, les sans-voix n'existent pas vraiment. Il n'y a que ceux qui sont délibérément réduits au silence ou ceux que sciemment on n'écoute pas, parce qu'on est vraiment inscrit dans une perspective de justice épistémique. Donc, comment faire pour reconnaître des savoirs autres que les savoirs académiques et cette prise de parole-là aussi, comment pouvoir la soutenir. Donc, il nous apparaît, les idées ont été reprises aussi tantôt, mais c'est important de documenter, d'illustrer, vulgariser l'expertise expérientielle aussi, liée aux situations de pauvreté. Alors, ce sont des savoirs en puissance, et c'est peut-être plus ma perspective dans l'anthropologie sociale et culturelle, tradition américaine, de dire qu'il y a des savoirs, on est des homo sapiens sapiens, ça fait des millénaires qu'on pense,
qu'on réfléchit, qu'on analyse notre rapport au monde, mais comment est-ce qu'on fait pour documenter et montrer toute la puissance de ces savoirs oraux, souvent, donc liés à l'oralité, et comment est-ce que les personnes en situation de pauvreté, d'exclusion sociale, en arrivent à produire des savoirs. Ce ne sont pas des témoignages, ce ne sont pas des opinions, il y a vraiment plusieurs espaces, des espaces de cuisine, si on veut, excusez-moi, des espaces de réflexion, d'interaction qui vont faire en sorte qu'il y a un savoir qui est constitué là, sur leur expérience de la pauvreté, la compréhension des structures qui amènent à vivre des situations de pauvreté, d'exclusion sociale. Ici, ça s'approche beaucoup des travaux d'Athédé Carmon, notamment avec Joseph Rezinski, bien sûr. Dialoguer sur les conditions institutionnelles de la participation des personnes en situation de pauvreté comme co-chercheurs. Encore là, ici, il y a des enjeux énormes pour nos institutions. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la France, mais quand on passe au comité d'éthique au niveau des organismes subventionnaires, les personnes en situation de pauvreté, d'exclusion sociale, souvent, on les voit comme des sujets de recherche, mais quand ils endossent cette posture-là de co-chercheurs, donc il y a vraiment des enjeux énormes concernant la conception, la perception de la confidentialité. Pourtant, ce sont des co-chercheurs, ils ont le droit d'être nommés à part entière. Ils font partie du processus de recherche. Donc ici, il y a des enjeux vraiment cruciaux et importants. On commence à les démêler, on commence à trouver des réponses et des solutions. On a obtenu un financement structurant sur plusieurs années au collectif de recherche action participative sur la pauvreté en milieu rural pour justement travailler sur ces questions-là de co-gestion au sein des institutions universitaires. Et ça, c'est fort intéressant de voir qu'on peut avoir le soutien de groupes. Ici, c'est la Fondation Lucie André Chaillon qui nous soutient dans cette réflexion-là. Et bien sûr, comprendre la portée de la participation et soutenir les personnes expertes de vécu de la pauvreté pendant et après les projets. Parce que souvent, ici au Québec, du moins, le financement arrive seulement une fois que le comité d'éthique a donné son acceptation au projet de recherche. Mais comme vous l'avez bien mentionné tantôt, comment est-ce qu'on fait pour préparer ensemble avec les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, les projets, il y a vraiment des enjeux importants. Puis aussi soutenir ce qu'on peut appeler des communautés de pratique, comme je le mentionnais tantôt, ces savoirs-là, il faut qu'ils puissent être déposés, gagnent à être aussi nommés, partagés, donc le développement de communautés de pratique, à la fois pour les praticiens, praticiennes, chercheurs qui veulent porter par eux-mêmes de façon autonome, j'en ai pas parlé ici, mais des projets de recherche, mais aussi pour les experts de vécu des premières concernés de la pauvreté et des situations d'exclusion, avoir des espaces qui leur sont dédiés pour pouvoir réfléchir ensemble sur les savoirs qu'ils partagent en matière de pauvreté et d'exclusion sociale. On les a comme chercheurs, on les a comme universitaires parce qu'on a les cours, on a la formation, mais les personnes, outre les lieux de mobilisation, par exemple, dans des groupes associatifs de défense de droits, mais les personnes n'ont pas nécessairement ces espaces-là pour partager leur savoir et leurs connaissances. Et finalement, donc, ce faisant, mieux comprendre et approfondir ce qui est à l'œuvre au cœur des recherches actions participatives. Ces dernières années, on a travaillé beaucoup sur si on n'était pas justement dans le cadre des recherches actions participatives en train d'accroître les injustices épistémiques, du fait que justement, on donnait souvent la métaphore comme quoi que certains projets de recherche action participative, on est plus dans un travail de meunerie, de meunier, si on veut, à savoir qu'on prend différentes connaissances avec les savoirs académiques, ce sont les meuniers, donc on moud, on broie ces savoirs, puis on en fait un pain qui est de la recherche rigoureuse scientifique, mais à ce moment-là, les savoirs perdent un peu leur spécificité, les savoirs de pratique, les savoirs expérientiels, parce que comme si ils ne sont valides qu'à travers la moulinette, si on veut, ou le moulin de la recherche action participative dite scientifique. Et on a développé toute l'idée que finalement, peut-être que la métaphore la plus appropriée était plus celle du sage, parce que le résultat de recherche action participative tel qu'on les pratique, mais c'est plus le fait de lier, de prendre le soin justement
justement de bien départager chacun des savoirs et des relier comme dans le tissage. Puis finalement, mais le résultat est plus de l'ordre des savoirs communs, comme vous l'avez présenté d'ailleurs dans votre article de présentation, donc de travailler sur la production d'un savoir rigoureux commun et non pas seulement un savoir scientifique en fin des processus de recherche-action participative. Mais ceci ne fait pas partie de l'article, c'est nos réflexions de ces dernières années là, qui font partie de d'autres articles, soit en cours ou rédigés. Donc, en guise de conclusion, ce que je veux que vous reteniez essentiellement de la présentation, c'est que l'intérêt de voir les premiers et premières concernés dans des projets de recherche-action participative participer à la gouvernance du projet et non uniquement et ou comme sujet de recherche, mais vraiment à être sur la table comme co-chercheurs, chercheuses à part entière. Que l'expertise du vécu de la pauvreté et de l'exclusion sociale est vraiment un savoir à part entière. Et si on ne recherche pas les témoignages, on ne recherche pas une opinion sur la pauvreté, mais il y a vraiment des façons de constituer ces savoirs qui tiennent plus compte de l'oralité. Et toutes ces démarches-là, il y a vraiment un très, très grand souci de rigueur dans les processus. Ce sont des recherches engagées, mais très rigoureuses et sur lesquelles les connaissances qui sont produites, mais ce sont des connaissances justement qui sont produites, qui sont rigoureuses, qui sont solides, qui sont crédibles, mais toujours dans un souci de réflexivité, de se voir produire des connaissances et de pouvoir voir un peu, mais justement, tous les enjeux qui sont reliés à cette façon de produire ensemble, de coproduire des connaissances dans le cadre de recherche-action participative. Donc, c'est là l'essentiel de mon propos pour aujourd'hui. Donc, vous allez retrouver l'ensemble des membres du collectif du VATAVEC. Comme je vous disais, là, c'est vraiment enraciné là, dans un collectif d'auteurs et de penseurs. Donc, il y a beaucoup plus d'informations dans l'article, donc je vous invite fortement, c'est ça, à y référer. Si vous êtes curieuse. Et puis ça va me faire plaisir là, avec M. Bocquet et Mme Blanchet de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante, très riche. Moi, j'ai moi-même aussi beaucoup de questions à vous poser, mais comme je dois, disons, organiser les débats, bien, je vais vous poser les questions qui ont été donc posées par le public et qui sont donc à lire dans la colonne de discussion. Donc, je vais commencer, bon, je ne dis pas forcément le nom des personnes, mais je mets l'accent sur l'idée. Donc, une première question, on met l'accent sur la richesse de ce numéro, mais la personne dit « Je n'ai toujours pas compris comment se déroule le processus d'intégration des citoyens dans la co-création et quels citoyens ?» Alors, je ne sais pas comment vous préférez répondre. Est-ce que je vous donne toutes les questions et vous répondez globalement à la fin, ou est-ce que vous préférez, parce que je vous dis, il y en a quand même une bonne quantité. Alors peut-être, remarquez, il y a peut-être des points communs entre les questions. Donc peut-être que, enfin, si vous êtes d'accord, je peux donc lire toutes les questions et puis ensuite, vous pouvez faire une réponse globale. Alors donc, une autre question, toujours sur l'intégration des citoyens et qui pose justement la question de la défiance vis-à-vis, entre guillemets, des experts. Donc, par rapport à ce processus de recherche participative. Une autre question, donc toujours en remerciant, donc, mettant l'accent sur la richesse de vos travaux. Et ensuite, mais comment se fait la sélection et l'évolution des collaborations avec les co-auteurs en situation de pauvreté? Y a-t-il beaucoup de personnes intéressées pour être partie prenante donc, de cette RAP, ou au contraire, est-ce que vous rencontrez donc des difficultés à trouver donc des personnes investies? Donc ça c'est une question. Une autre question encore, une autre interprétation, serait-ce une volonté de diffuser la recherche hors de son champ, de gagner en légitimation, car, il y a une longue parenthèse, soyons francs, la société n'attend pas nécessairement la recherche en sciences sociales,
pour tenter de régler les problèmes de société. Donc là, peut-être une question de fond. Et ensuite, une autre question encore. Bonjour, très intéressant. Une question cependant. Dans la mesure où c'est le chercheur académique qui pose les problématiques et fixe les règles du jeu, est-ce qu'il n'y a pas le risque éthique au regard justement de la vulnérabilité de la population impliquée? Donc là aussi, une question intéressante, toujours par rapport à justement la participation des personnes en situation de pauvreté. Ensuite, une autre question, mais bon, ça commence par pas d'accord. Bon, ben, c'est aussi une façon d'ouvrir le débat. Les citoyens ont soif de recherche en sciences humaines, mais la question devient politique. Les résultats de la recherche doivent se transformer en solutions. C'est pour ça qu'on vote, entre parenthèses. Autre question, ne pensez-vous pas que, est-ce que vous pensez, d'après à l'intégration de la société civile, et puis ah oui, encore une autre question, ne pensez-vous pas que l'intégration de la société civile dans la recherche-action participative ou même démocratique participative sera, ou plutôt serait plus intéressante vu qu'elle est l'acteur principal qui est en contact avec la population en question. Alors, je ne sais pas si j'ai bien lu la question, je vais peut-être la répéter, j'ai un petit peu accroché. Alors, ne pensez-vous pas que l'intégration de la société civile dans la recherche-action participative ou même démocratie participative serait plus intéressante vu qu'elle est l'acteur principal qui est en contact direct donc avec la population en question. Donc voilà, j'ai peut-être été un petit peu rapide, je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout noter. Donc si je résume, les questions tournent autour donc d'une part de ces personnes, donc en l'occurrence en situation de pauvreté, comment vont-elles, dans quelle mesure, entre guillemets, sont-elles sélectionnées pour participer à ces travaux de recherche, et si, en définitive, là aussi, je résume vraiment très, très rapidement les questions, est-ce qu'il n'y aurait pas, en fin de compte, une espèce de... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends, je résume les questions des uns et des autres, une espèce de biais, puisque, enfin, en même temps, vous parlez de co-création, par rapport à la position du chercheur qui, a priori, quand même, se positionne comme la personne savante, entre guillemets, par rapport à tout cela. Et je vois qu'il y a encore une nouvelle question. Oh là là, elle est longue, mais je vais la lire. Quand vous dites la participation des populations pauvres à la prise de décision et au développement politique, est-ce que vous pensez que cette population acceptera d'être utilisée, c'est un peu fort, comme sujet de recherche? Généralement, c'est une population sensible. Et est-ce que cette démarche est pertinente ou juste une démarche pour augmenter les statistiques, et dire que voilà, on a toute la population qui participe pour faire passer la recherche et les décisions gouvernementales. Bon, entre guillemets, c'est un peu la recherche participative comme alibi des décisions gouvernementales, si je résume. Donc là aussi, une question un petit peu, on va dire, un petit peu même carrément critique. Donc c'est justement très intéressant d'avoir votre avis à ce sujet. Donc voilà, comme je ne veux pas empiéter sur les discussions et sur les réponses que vous allez nous apporter, bon, moi j'ai des questions, mais je les mets de côté, donc au profit donc du public. Donc vous avez la parole. Merci. Merci. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Lucie Gélineau, puisqu'elle est notre invitée. Moi, je répondrai après. J'ai 2 ou 3 questions qui m'apportent le
plus. Je ne vais pas répondre sur tout non plus. Je pense qu'il y a plusieurs questions qui tournent autour de la présentation de Lucie et je pense qu'il y a un certain nombre de réponses qui seront données. Voilà. Et puis Sylvie sans doute interviendra aussi, je n'en doute pas. Je trouve les questions fort intéressantes et fort pertinentes et les débats que ça peut soulever aussi, c'est fort stimulant. Par où commencer? C'est sûr qu'il y a un grand enjeu par rapport à ce que j'appelle l'instrumentalisation des recherches-actions participatives. Surtout ici, mon contexte est toujours québécois, là, je le répète. Essayer de savoir justement, il y a vraiment une mode ces dernières années d'une incitation à développer des recherches de type participatif, de mobiliser les citoyens, de mobiliser les premières concernées. Mais justement, à quelle fin et pourquoi et comment est-ce que ça se fait? Ce sont des questions fondamentales. Et malheureusement, à mon sens, là, effectivement, des fois, la participation vient tout simplement légitimer en disant, bon, bien, on a bien fait notre travail, les personnes ont participé. Comme vous l'avez bien présenté aussi dans la revue, il y a des échelles de participation, il y a des façons de voir où est-ce que les personnes vont participer, comment est-ce qu'elles vont participer pour rendre plus ou moins légitimes ces processus-là, mais il faut se poser la question fondamentale. Ça revient avec... Oui. Est-ce que, simplement pour compléter justement, c'était aussi un de mes propos, je pense, parce que c'est évoqué également dans la question de la démocratie participative, et en fait, il faut bien faire la différence, je pense, entre une recherche participative, justement, et puis la question de la démocratie participative. Parce que quelque part, la recherche n'est pas vraiment démocratique, dans le sens où on va chercher des données, on essaye d'interpréter ces données et on essaye de les publier, de les mettre en avant pour avoir les transformations adéquates et qui est vraiment les prises de décision en meilleure objectivité qu'une démarche purement politique. Voilà. Merci. Bien, merci. C'est important de le préciser. Et il faut voir aussi que il y avait une question par rapport au rôle central des chercheurs. Dans nos pratiques à nous, hein, c'est très différent. Il y a vraiment plusieurs façons de pratiquer. Mais les questions, c'est pas nous qui les amenons. On va pas chercher des acteurs pour venir travailler avec nous en recherche-action participative. On est plus à la disposition de personnes qui souhaitent réfléchir. Parce que toujours dans le contexte québécois, au contraire, il y a plusieurs décisions politiques qui s'appuient sur les savoirs, notamment scientifiques en sciences sociales. Et ça vient comme donner une légitimité à certaines décisions, à certaines interventions, au développement de certaines politiques. C'est pas toujours comme ça, là, on s'entend, mais il y a quand même une légitimité. Donc, il y a plusieurs groupes. Et là, on peut être instrumentalisé aussi au niveau de l'université à ce titre-là, mais qui veulent produire des connaissances. Et donc, on offre, nous, il y a plusieurs avenues qu'on a utilisées avec les années. Des fois, il y a vraiment des projets qui sont en lien avec nos propres champs d'expertise. Donc, on va travailler de façon très, très, très concertée. Le projet du VATEVEC en est un bon exemple. C'est un peu particulier parce qu'à cette époque-là, c'est un projet qui a une longue histoire. Alors, nous, il y a eu une refonte des organismes de santé et de services sociaux. Donc, j'ai perdu mon travail comme chercheur d'établissement, mais il y avait beaucoup de demandes des milieux communautaires à l'époque, des milieux associatifs. Et donc, je me suis trouvée à travailler comme chercheur communautaire, donc engagée, si on veut, par les communautés pour penser avec eux des projets de recherche et les monter et les développer. Il y a eu un premier projet qui s'appelait le partenariat Solidarité Famille Limoilou sur la question justement de l'autonomie alimentaire. Et c'était avec des organismes du milieu puis avec les familles qui gravitaient autour de ces milieux-là, donc des familles en situation de pauvreté, d'exclusion sociale. Et donc, les familles ont été impliquées dans ce premier projet
premier projet-là. Et donc, ils ont eu des espaces pour pouvoir prendre la parole, se prononcer sur les enjeux très, très, très sensibles d'ailleurs de l'insécurité alimentaire. On ne parlait pas d'autonomie alimentaire à ce moment-là, on parlait vraiment d'insécurité alimentaire. Et à l'issue du projet qui a été vraiment là, embrassé par les milieux associatifs et les familles aussi, à la fin du projet, les gens, et vous l'avez bien nommé tantôt, se sont dit, mais il y a des nouvelles questions qui émergent de ce projet-là. Il y a des personnes dont on n'a pas entendu la voix. Il y a les milieux ruraux, il faudrait les impliquer dans la réflexion. Est-ce que ça serait possible de travailler ensemble pour pousser plus loin la réflexion? Et là, des femmes qui avaient été impliquées comme citoyennes en situation de pauvreté, donc il y avait eu un espace de 2 ans pour réfléchir sur ces questions-là, ont désiré se joindre à nous au niveau de l'équipe de recherche pour porter plus loin ces questions-là. Mais les questions, c'est pas nous encore là, ou moi comme chercheur qui les portais, c'est vraiment le collectif à la fois citoyen des femmes en situation de pauvreté et des acteurs associatifs du milieu. Et là, ben, on a eu vraiment plusieurs semaines, voire mois de travail avec, comme l'a bien nommé tantôt, avec des outils beaucoup liés à l'éducation populaire pour faire émerger les questionnements, voire développer des terrains, voir auprès de qui on pourrait justement mieux comprendre les défis liés au fait de pouvoir mettre de la nourriture dans son assiette. Et là, le concept d'autonomie alimentaire a émergé. Et autour de ça, d'ailleurs, à l'issue du projet, ça a donné naissance au projet VATAVEC. Donc, les co-chercheurs en situation de pauvreté, c'était des femmes qui avaient travaillé avec nous comme participantes à la recherche dans un premier projet de recherche, d'où la question de la temporalité, du temps long, la question aussi du sentiment de confiance développé avec les années, avec les groupes du milieu, les groupes communautaires. Il faut voir aussi que moi, comme chercheur, là, Sophie s'est jointe, parce que justement, il y avait des défis au niveau de la légitimité d'une démarche. On avait accès à des fonds provinciaux, mais on ne pouvait pas, comme chercheur communautaire et comme organisme du milieu, postuler pour obtenir ces fonds. Ça fait que là, Sophie, qui était une de mes collègues, s'est jointe à nous pour réfléchir puis pouvoir déposer ce nouveau projet-là auprès du gouvernement du Québec. Donc, on a obtenu les fonds. Donc, il faut voir. Et nous, donc, comme chercheurs, c'est fait, on est impliqués dans des mouvements citoyens au niveau de la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale depuis le début des années 2000. Ça fait qu'on est connus dans nos milieux, on est connus auprès des populations, on est connus, donc le temps long toujours on n'est pas des personnes, comment je pourrais dire, des extraterrestres qui débarquent sur un terrain, là, c'est plutôt les personnes qui viennent nous chercher. Alors, ça, c'est bien important de le voir et de voir finalement que ces femmes-là qui se sont impliquées comme co-chercheurs, mais elles ont été formées, elles ont été outillées, elles ont été outillées dans le sens, toute la question de la fracture numérique. Donc, il y a tout un travail d'étayage, si on veut, là, pour permettre la réalisation de cette équipe de co-chercheurs-là, avec une question qui est décidée collectivement et porteuse pour les organisations du milieu, porteuse pour les citoyens et citoyennes. Ce genre de projet-là, oui, allez-y. Non, c'est juste pour compléter. Donc, effectivement, c'est partir de questionnements qui sont émis au sein de la société. Donc, la notion de public concerné, en fait, hein, et, enfin, là, c'est référence à John Dewey, le public et ses problèmes, par exemple. Mais aussi, et dans le numéro spécial, par exemple, il y a un article aussi sur les boutiques de sciences, qui est un dispositif, c'est-à-dire comment on amplifie aussi cette possibilité de faire remonter au niveau des universités et du monde académique des questionnements qui sont un petit peu invisibilisés. Et donc, il y a aussi un article sur les boutiques des sciences qui sont des dispositifs justement qui permettent de travailler sur la demande sociale, comment on traduit cette demande en question de recherche et comment on va donc associer des chercheurs pour travailler la problématique. Et là, encore effectivement, je pense que c'est peut-être ce qui différencie la recherche-action participative de d'autres méthodes de participation, c'est réellement travailler sur la demande sociale de recherche. Merci.
Et vous parlez des boutiques de sciences. Ici, dans le réseau des universités du Québec, le service à la collectivité fait partie des 4 axes. Donc, je pense à l'UQAM, par exemple, qui a vraiment un service à la collectivité qui joue un rôle un peu similaire aux boutiques de sciences, où les gens, justement, de la société civile ont un lieu pour pouvoir déposer leurs idées de projets de recherche et de collaboration avec les étudiants aux études supérieures ou encore avec les équipes professorales et chercheurs. Donc, ça, c'est ces lieux-là un petit peu de porte d'entrée ou de pont entre l'univers académique et les milieux citoyens sont extrêmement, sont cruciaux, sont importants. Parce que, et ça revient aussi à la question sur la popularité. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes? Oui, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on peut. Ce qui fait de nous, comme équipe de chercheurs aussi, des polyvalents, parce qu'on devient des spécialistes. J'avais dit un petit peu l'émergence de nouveaux métiers d'accompagnement, mais c'est un peu ça finalement, comme les questions sont diversifiées, les questions sont multiples. L'idée, c'est pas d'approfondir un champ bien pointu, par exemple, comme celui de l'autonomie alimentaire. Tu sais, dans nos carrières, entre autres, je reviens toujours sur nous là, parce que ça fait partie de notre expérience, mais on touche à plusieurs sujets, à plusieurs problématiques. L'idée, c'est vraiment de mettre en synergie ces savoirs citoyens, ces savoirs pratiques avec nos propres. On fait des contacts avec d'autres collègues dont c'est plus l'expertise un peu plus pointue. Donc, et c'est pour ça que ça nous a amené à mettre en place des communautés de pratique, notamment pour les intervenantes, praticiennes qui veulent elles-mêmes monter des projets de recherche-action participative, mais de façon autonome. Des fois, il y a aussi des citoyens qui ont le même désir. Puis nous, mais on fait un petit peu là, avec ces nouveaux métiers, un métier d'accompagnement de processus de recherche-action participative. Alors, les intervenants chercheurs se rencontrent un certain nombre de fois par année. Puis là, on les soutient avec leurs questions méthodologiques pour faire en sorte que ces processus-là soient rigoureux, puis voir réfléchir ensemble sur comment les citoyens, notamment en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, peuvent être partie prenante de ce processus-là. Il y a énormément de projets. Et les communautés de pratique ont émergé parce que justement, il y avait trop de demandes. Ça a été une façon un peu de fédérer ces connaissances, ces savoirs, et ça devient aussi des synergies là, en soi. Donc, mais la demande ne manque pas. Les gens, vous l'avez nommé, il y a énormément d'enjeux en lien avec l'environnement, des enjeux fractures sociales, les inégalités sociales, avec la pandémie, la hausse, par exemple, on vient d'avoir une demande dernièrement. On a réfléchi beaucoup sur les questions de l'itinérance en milieu rural, par exemple, avec sa montée là. Il y avait un de nos collègues co-chercheurs en situation de pauvreté, donc c'est une des préoccupations. C'est que c'est un petit peu en ayant des antennes sur les besoins de la communauté là. En tout cas, c'est pas les sujets, les intérêts, les demandes de collaboration qui manquent de ce côté-là. C'est plus les espaces pour pouvoir répondre à ces demandes-là qui sont manquants, je dirais là. Je ne sais pas, Monsieur Boquet, Madame Blangy, si vous avez, vous avez certainement plein d'autres informations qui permettraient d'élargir un peu la réflexion. Oui, donc Sylvie, oui, il se trouve que j'ai passé 3 ans donc au Canada dans le cadre d'une bourse Marie Curie. Et je voulais donc juste compléter ce que disait Lucie, puisque j'ai travaillé dans le Grand Nord avec les 14 communautés inuites du Nunavik. Et on a vu, donc c'est un programme qui a duré quand même, enfin qui continue. Donc, déjà sur 6 ans, on a vu les communautés s'emparer des processus de recherche et générer des questions auxquelles on n'avait pas du tout pensé au départ. C'est un consortium de chercheurs québécois et français et financé en partie par l'ANR et puis après des fonds du gouvernement fédéral et provincial, FRQSC et puis CRSNG et CRSSH. Et donc, le Canada a embrayé sur des fonds français. Et en fait, juste pour citer quelques exemples, on est arrivé avec des questions au départ amenées par les chercheurs sur les glissements de terrain, c'était donc géomorphologie, ou donc la qualité des eaux avant l'installation d'une mine de métaux rares à Kanji-Sous-Lojouak, sur la frontière du Labrador. Et les communautés s'en sont emparées et donc il y a eu un gros travail de formation des jeunes à la recherche, ne serait-ce que pour prélever des échantillons d'eau sur la rivière Georges.
Et ils ont dit, on voudrait travailler sur d'autres questions, revégétalisation du Grand Nord. Et ça, ça a fait boule de neige. Et puis d'autres communautés là, comme Kuujjuaq et Kangissuaq ont dit, nous, on voudrait travailler sur les chiens inuits qui sont devenus des parias de la communauté. Et ça, c'est des questions auxquelles les chercheurs n'avaient jamais pensé. Et ils s'en sont emparés des équipes donc, que tu dois connaître, Lucie, hein, à l'UQAT ou à Laval. Et ça a fait le bonheur et des communautés et des chercheurs. En termes de réponse à des grands enjeux, hein, et puis en termes de publications scientifiques, et je pense aussi à tout ce qui est énergie renouvelable et indépendance énergétique, notamment casser cette dépendance au fuel. Et puis, je voudrais juste citer encore un autre exemple canadien qui vient, alors, donc, là, on parle de Premières Nations et d'Inuit, hein, et c'est pas, on ne va pas dire que c'est des personnes en situation d'exclusion ou de pauvreté, mais on est dans les mêmes problématiques. Hein, Lucie, voilà, tu me diras si je suis à côté de la plaque ou pas. Mais là aussi, et c'est la complicité, on parle beaucoup de chercheurs, on parle beaucoup de citoyens, mais on oublie souvent les bailleurs qui font la pluie et le beau temps. Et donc, on le voit là avec Co-Create la semaine dernière, qui ont besoin eux-mêmes de se reformater pour arriver vraiment à apprécier substantifiquement des projets qu'ils financent, parce que souvent ils sont dépités en disant ouais, mais on doit rendre des comptes à nos financeurs, mais on n'a que des effets transformatifs à se mettre sous la dent, et comment on justifie ça? Et donc, je pense à Baker Lake, Quamanituaq, hein, sur la côte ouest de la baie James et la baie d'Hudson. Et on est parti de l'écotourisme, des regards croisés entre les Samis et les Inuits. On est passé à l'impact des mines, la mine entre autres à Reva qui s'installait, la mine d'uranium. Et puis, on est passé aux activités alternatives à la mine et puis au scénario du futur. Et on a pendant comme ça 7 ans, financé par l'Institut Paul-Émile Victor, hein, l'Institut de recherche polaire français, arrivé à accompagner, cheminer avec la communauté sur des problématiques qui changeaient chaque année en fonction du contexte minier. Et ça fait d'extraordinaires projets dans lesquels tout le monde se reformate. Et on a des partenaires, moi je pense à ma co-chercheuse Vera Avala, qui sont devenus, qui se sont complètement réappropriés les processus et qui me disaient, Sylvie, you sit here and you shut your big mouth, I'm going to do it. Et donc, qui reprenait à son compte, effectivement, l'animation des ateliers et qui me faisait sur le sol de sa cuisine, à côté d'un gros morceau de caribou congelé, et qui me refaisait des familles avec une analyse de construit et les roux caribous. Donc, je ne sais pas si je réponds aux questions que je vois défiler là sur le côté droit de mon écran, mais je pense qu'à force de côtoyer effectivement ces groupes, on s'aperçoit que non seulement ils prennent du poil de la bête, ils s'emparent des processus, ils montent en compétences et puis même ils développent des nouvelles méthodologies de recherche. Et c'est l'objet de mes recherches en ce moment, effectivement, de voir avec eux comment ils ancrent notre rap à nous, dans leur vision du monde, dans leurs savoirs locaux, et comment ils viennent nous apporter un éclairage nouveau à la manière de faire de la recherche, en insistant, mettant de côté, comme tu disais, l'oral, l'écrit, mais en donnant toute la place au récit, au narratif et à l'oralité. Voilà ce que je voulais accompagner. La présentation de Lucie, que je remercie infiniment pour nous apporter cet éclairage-là sur le Québec. Oui, merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Malheureusement, il est déjà, en tout cas sur le continent européen occidental, 15h26. Donc, je peux simplement inviter donc les participants à ce séminaire à lire ce numéro de technologie et innovation que vous pouvez facilement télécharger. Donc, on vous a envoyé le lien dans la bande de discussion. Et je vais donc maintenant vous remercier pour votre participation. Attends, Sophie. Oui, excuse-moi, oui. Non, c'est parce qu'il y a encore une question. Ah, il y a une question qui est échappée. Il y a juste une... ah oui, excuse-moi. Ah oui, c'est juste. Oui, parce que c'est aussi une question, bien sûr. Alors, il y a sans doute une grande différence entre
le Canada et puis la France à ce niveau-là, c'est-à-dire Oui. de l'implication des chercheurs, enseignants-chercheurs en particulier, sur ce type de recherche, justement, la question du temps long, la disponibilité, l'aspect d'animation et comment dire, de création d'un collectif de recherche. Effectivement, ça prend du temps. Donc, je ne sais que répondre, si ce n'est que effectivement, ce serait intéressant que ces types de recherche soient davantage reconnus au niveau des institutions de recherche. Alors en France, il y a des structures qu'on appelle les comités nationaux universitaires, par exemple. On a des commissions disciplinaires, bien sûr, quelques commissions interdisciplinaires qui sont finalement relativement faibles. Et la question, c'est bien celle-ci, c'est-à-dire comment mettre davantage en avant ce type de recherche qui nécessairement est au croisement de plusieurs disciplines, comment on les met réellement en avant au sein de la structure universitaire ou académique, en tout cas en France, hein, où c'est très, très structuré à ce niveau. Et effectivement, là, c'est plutôt des grandes orientations de politique de recherche qu'il faudrait mener, c'est-à-dire vraiment développer ces sections interdisciplinaires, y intégrer les études sur, voilà, de façon générale, et développer des nouvelles méthodologies de recherche pour faire de la recherche autrement, comme le dit Sylvie. Voilà. Alors, c'est quand même en chantier. Il faut voir que en 2013, donc, il y a eu la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche qui a été promulguée en mettant en avant cette possibilité de relation entre sciences et société davantage, y compris sur des aspects de coproduction, de co-construction. Dans les faits, ça reste quand même beaucoup centré sur les aspects de médiation scientifique, d'accompagnement, voilà. Qu'aujourd'hui, l'Agence nationale de la recherche met en place un programme de recherche Sciences et avec pour la société, donc qui a un volet recherche participative. Il a fallu presque 10 ans quand même pour que ce programme émerge. Donc voilà, en fait, c'est toute cette difficulté. Alors, autant, enfin, l'exemple de Sylvie et puis le Canada, autant les communautés, effectivement, les associations et la société civile poussent, autant ce que je peux voir, c'est que aussi au sein de l'institution de recherche, pour un certain nombre de chercheurs, ça pousse également. Donc, voilà, on va rester optimiste et je pense que les politiques de recherche vont forcément évoluer. C'est presque indispensable au vu des enjeux en fait, qu'il y a en termes transversales, hein, tout simplement, ces grandes questions sociétales qui sont éminemment transversales. Voilà. C'est pour ça que votre numéro est si important aussi pour donner une voix, mais aussi notre rôle au sein de nos propres institutions de pouvoir, c'est ça, toutes les places où on peut parler de nos processus, de la rigueur de ces démarches, de la portée. Je pense que c'est notre responsabilité aussi comme chercheur ou professeur senior d'occuper ces espaces. Puis, c'est ça, de sensibiliser. Parce que je pense pas que ça soit ici, je parle de mon côté, une réticence, mais je pense une méconnaissance souvent. Et c'est ça, on a une responsabilité, on a un rôle à jouer important de ce côté-là. Merci. Très bien, merci beaucoup. Oui, je suis désolée, je n'avais pas vu la dernière question. Bah, donc, pour conclure, merci beaucoup. Pour conclure hein, donc cette discussion, je vais donner la parole à Blandine hein, pour les séminaires à venir. Oui, merci beaucoup et merci à tous pour vraiment cet échange vraiment très riche et qui ouvre, je pense qu'on a encore tous des questions. Et le point positif, c'est qu'on va pouvoir les aborder prochainement puisque le réseau de recherche sur l'innovation organise l'un de ses événements phares, le Printemps de l'innovation, qui aura lieu en avril 2023, le 6 et le 7 avril,
eh bien, sur le thème de la recherche participative, c'est donc notre collègue Bertrand Boquet hein, qui est en charge avec d'autres collègues également de l'organisation de cet événement. Et bon, bah, je pense, donnera lieu donc à la boutique de sciences de Lille, qui, je pense aussi que ce type d'institution peut être justement un vecteur de diffusion de ce type de pratique et de meilleures connaissances hein, des manières selon lesquelles cela peut se mettre en œuvre dans différentes disciplines. Donc, on sera sur place, on sera à la boutique des sciences de Lille, et ce sera l'occasion donc de continuer à discuter de ce sujet avec des professionnels et avec des chercheurs qui travaillent sur le thème. Et pour répondre, enfin pour prolonger aussi ce qu'a dit Sylvie Blangy au départ, en disant que c'était un premier numéro et que peut-être ça donnerait lieu à d'autres numéros, eh bien, la revue Innovation serait vraiment très intéressée pour recevoir un appel à communication sur ce thème afin de pouvoir poursuivre les discussions et développer davantage, pourquoi pas en parallèle avec cette journée qui sera, ces journées qui seront organisées en avril prochain. Donc, si vous êtes partant pour cela, bah, vous pouvez vous rapprocher de Bertrand, enfin voilà, de mettre en place un numéro de ce type, ce serait vraiment très positif. Donc, finalement, le prochain séminaire, donc le prochain mardi de l'innovation, il aura lieu le 29 novembre, également en ligne. Hein, il portera sur le dernier numéro paru de la revue Journal of Innovation Economics and Management, donc qui est le pendant en anglais de la revue Innovation, et qui a porté sur l'éco-conception et l'économie circulaire. Donc, en mettant en avant le paradoxe de l'économie circulaire, selon lequel on parle beaucoup de l'économie circulaire, on la voit partout dans les politiques publiques, dans les stratégies des entreprises, alors que dans les faits, quand on creuse, c'est beaucoup plus difficile à voir vraiment des résultats très concrets. Donc, ce sera ce sujet-là qui sera abordé, et notamment avec la manière selon laquelle les politiques européennes intègrent la question de l'économie circulaire dans leur feuille de route et comment les États nationaux ont intégré cela, avec quelle dimension, etc. Donc, je vous invite à nous rejoindre le 29 novembre prochain et également le 12 décembre prochain pour l'Assemblée générale du réseau de recherche sur l'innovation qui aura lieu à Paris, mais qui sera également retransmise en ligne. Assemblée générale qui sera suivie par le Gala de l'innovation, donc le 12 décembre après-midi, qui verra la remise des prix des jeunes chercheurs docteurs et des jeunes chercheurs post-doctorants. Donc, remise des prix et ensuite une discussion autour des méthodologies, justement, de la recherche en économie et en management de l'innovation, sujet qui peut aussi, bien entendu, s'ouvrir à la question de la recherche participative et à ces méthodologies et leur intérêt dans ce domaine. Donc, il y aura une table ronde avec un débat et je vous invite, bien sûr, à y prendre part. Les programmes et les fiches d'inscription sont pour certaines déjà en cours et pour d'autres vont être diffusées très prochainement via les moyens habituels, lettres d'information, réseaux sociaux et email. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt. Donc, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.